Si vous écoutez Design Plus sur Spotify, vous pouvez aussi regarder cet épisode dès maintenant. Quand on est designer senior, on rencontre souvent les mêmes cas de figure, les mêmes contraintes, les mêmes besoins clients. Au fil des années, Jeremy Goldin a rassemblé tous ces enseignements qu'il a appris avec ses nombreux clients. À force de répéter la même chose, les mêmes actions, les mêmes livrables, il a fini par créer sa propre méthode qui peut vraiment faire avancer vos projets UX, UI. Aujourd'hui, il a décidé de la partager avec vous et de vous dire quels en sont les bienfaits. On en parle maintenant dans cet épisode. Bienvenue dans Design Plus. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Alors, comme vous le savez, il y a quelque temps, j'ai lancé les abonnements Premium Design Plus. Aujourd'hui, je voudrais remercier les premiers abonnés, c'est-à-dire Delphine Ponge, Broby Akmel et Tanguy Leduf, qui ont choisi un abonnement Design Plus Super Premium. Mais aussi, je n'oublie pas Lindan Tran et Tristan Fraude, qui, eux, ont choisi un forfait Design Plus Premium. Alors, merci à tous de soutenir Design Plus. Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir et supporter Design Plus, alors je vous propose de retrouver toutes les informations dans la description pour vous abonner. Allez, on commence tout de suite. Bonjour tout le monde et bonjour Jérémy. Comment vas-tu alors aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, très, très bien, merci, heureux d'être là. Alors, est-ce que d'abord tu pourrais te présenter, Jérémy, auprès de nos auditeurs, auditrices et aujourd'hui viewers aussi, s'il te plaît. Avec plaisir. Donc, moi je m'appelle Jérémy Goldin, je suis UX UI designer. Je suis aussi dirigeant en fait de la société, Digital Rise. Donc c'est une toute petite, entreprise, qui a pour but, d'aider les gens et les entreprises à développer des produits digitaux. Et je suis aussi, youtubeur, en herbe où j'aborde les sujets du UX, UI aussi. Et alors, peut-être un point important, c'est que, je suis fort sensibilisé en fait par toutes les questions, environnementales, énergie et tout ça, durable. Et donc on est membre en fait de 1% for the Planet. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui a été créée par Patagonia et qui regroupe en fait des entreprises, des institutions, et qui reversent en fait 1% de leurs revenus, heu, donc pas des bénéfices, hein, vraiment des revenus, à d'autres associations qui œuvrent pour lutter contre le réchauffement climatique et tous ses impacts. Voilà. D'accord. Et vous êtes combien dans l'agence à peu près? Vous êtes combien de personnes? Alors, on est une petite dizaine, donc on est organisé en freelance, donc il y a que des freelances, dans l'agence. Et on a tous les différents types de domaines d'expertise, donc le UX design forcément, mais on a aussi, le copywriting, SEO, marketing digital, vidéo montage et le front-end développement. Voilà, d'accord. Et donc, comme je le disais juste avant l'enregistrement, toi, tu es à côté de Bruxelles, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, Voilà, voilà, en Belgique. voilà, tout à fait, absolument. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une méthodologie que tu as mis en place. Et ce qui serait d'abord intéressant, c'est peut-être de savoir pourquoi tu l'as créé et quand est-ce que tu l'as créé, en fait, s'il te plaît. Alors, donc j'ai commencé à travailler, dessus en 2013 et aujourd'hui donc j'utilise en fait de manière, systémique. Je l'enseigne aussi à travers, une formation que j'ai créée, qui s'appelle la UX Academy.
et je continue en fait à faire, évoluer cette méthodologie. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire, un petit peu plus sans rentrer absolument dans les détails, la structure de la méthodo par exemple ou des choses comme ça? Ouais, je peux peut-être aussi d'abord expliquer en fait la raison pour Ouais, laquelle je l'ai ouais, je tout à l'ai fait, je ouais. l'ai je l'ai créé. En fait, bah, au début, il y avait pas vraiment de structure pour faire du UX, design. Je suis sûr qu'ici, tout le monde, peut se reconnaître, par rapport à ça. Donc c'était un peu compliqué, on a un peu l'impression qu'on réinvente, à chaque fois, la roue et c'était un peu problématique donc j'ai commencé à chercher en fait, pas mal de documentation. Et donc j'ai trouvé des modèles, par exemple, comme, le Double Diamond, le Design Thinking, et cetera. Mais en fait, c'était pas assez précis pour moi, ou alors c'était généralement décorrélé des différents objectifs, en fait, que je devais atteindre, vraiment en termes de résultats, quoi. Et donc ça, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que le client, lui, ce qu'il attend, bah, forcément, c'est des résultats et c'est compliqué de enfin, entre les différents clients, c'était vraiment compliqué de pas avoir une approche systémique, quoi. Parce que en fonction, par exemple, du stade du projet, bah, c'était toujours, enfin, on fait pas exactement la même chose en fonction du stade du projet en tant que UX designer et donc du coup, ben, pour moi, c'était important de mettre en place une méthodologie. Parce que je suis scientifique de base, en fait et donc du coup, pour moi, ça avait pas de logique de toujours, en fait, partir d'un point différent et de réouvrir, en fait, à chaque fois la boîte de Pandore. Donc je voulais vraiment avoir une approche systémique. Hem, donc voilà, ça, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai créé, en fait, cette méthodologie. D'accord. Et donc tu nous disais, oui, ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui et est-ce que, ça répond mieux aux besoins du client et par rapport à toi, est-ce que tu es aussi, plus à l'aise, avec, cette méthode? Oui, complètement. Donc, comme j'expliquais, donc avant, bah, j'essayais de répondre en fait enfin toujours un peu aux besoins du client. Donc j'essayais d'être précis, par rapport à ce qu'il voulait. Mais voilà, ça avait pas trop de sens comme je viens juste de l'expliquer. Et ensuite, aujourd'hui, comme j'ai cette méthodologie, je peux vraiment m'appuyer sur quelque chose que j'explique en fait aussi aux clients et donc, bah, du coup, c'est un peu comme, des étapes à suivre, un peu comme une recette de cuisine et donc c'est en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour moi, c'est beaucoup plus simple pour, le client. C'est aussi beaucoup plus clair en fait pour le client. D'accord. Tu leur en parles aux clients, en fait, de cette méthode? Tu leur dis que tu vas t'appuyer sur une méthode que toi, tu as mis en place? Oui, alors je dis pas nécessairement que c'est moi qui l'ai mise, en place, mais j'explique en tout cas, j'explique l'approche, quoi. D'accord, OK, d'accord. Donc maintenant, ce serait peut-être intéressant de nous dire, en fait, de nous révéler, comment que tu as créé, cette méthodologie et quelles sont, les bases de recherche, en fait, de cette, méthodologie, s'il te plaît? Alors, tout d'abord, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai regardé toutes les différentes ressources, notamment les livres, qui étaient disponibles, en fait, sur le UX design. Donc, par exemple, il y a le livre, de méthode UX ou méthode UI, de Karine Lallemand, de Guillaume Grenier. Mais par exemple, ce genre d'approche pour moi était très UX. Donc c'est très bien, pour un expert, mais pour le coup, pour, globaliser, généraliser entre guillemets la une approche, ça répondait pas en fait à ce dont j'avais besoin. Donc du coup, en fait, j'ai lu encore, d'autres ressources, relativement classiques comme le 100 Things, Every Designer Should Know About People, qui est beaucoup plus en fait sur l'aspect, comportemental. Donc ça c'était très intéressant, mais ça restait entre guillemets aussi, très scientifique. J'ai lu aussi, après toute la saga Aurélie, donc là, enfin la saga Aurélie, je trouve que c'est vraiment les différentes ressources qui m'ont le plus éclairé sur une première approche systémique. Donc, dans la saga Aurélie, on va avoir le Lean Customer Development, où on voit en fait toutes les relations entre le design et la phase, de recherche client.
J'ai aussi, lu le Lean Analytics qui explique, comment est-ce qu'on va mettre en place des systèmes de mesure, donc ça, c'est super intéressant en termes vraiment, d'analytique. Hem et donc voilà, en fait, enfin, je vais pas citer tous les livres. Il y a quand même, il y a quand même encore, Running Lean, d'Ash Maurya, qui pour moi, en fait, est super intéressant dans la base de la création de projets digital afin de valider, en fait, les différentes hypothèses qu'on a, dans l'aspect d'un projet digital. C'est vraiment, en fait, pour moi, un peu l'application du Lean Startup. Et en fait, en mettant tout ça sur la table, j'ai créé une première approche, une 1re hypothèse en fait, que moi-même aussi j'avais par rapport, à ce que je voulais faire et je l'ai testé, je l'ai mesuré et je l'ai validé pendant presque 4 ans Ah auprès oui. de ouais, ouais, pendant 4 ans, je l'ai vraiment, travaillé et j'avais la chance en fait de pouvoir le faire parce que j'étais, à ce moment-là, j'étais aide, dans une société, digitale où on avait en fait beaucoup de projets et on avait des projets, vraiment différents en fait, que ce soit, pour, des pouvoirs publics, pour des startups, pour du corporate, des petits projets, des gros projets, et tous en fait avec des stades de maturité, différents. Donc c'était vraiment super intéressant à tester. C'était vraiment un peu le laboratoire, pour faire ça. Heu, Par exemple, en fait, je testais le comportement des gens, où, je faisais, des tests utilisateurs avec, des prototypes, basse fidélité, versus haute fidélité, avec, du vrai contenu versus, du faux contenu. Ce que je faisais aussi, c'est que je modifiais en fait l'ordre, des questions, durant les interviews utilisateurs. J'ai inclus aussi des faux personas, donc j'ai inclus vraiment des personas qui n'existaient pas en fait, dans notre cible pour voir, tiens, est-ce que vraiment, on nous dit toujours: «Ouais, il faut qu'on soit strict par rapport à nos personas et tout ça» et je sais pas moi, par exemple, je me rappelle, dans le cas d'un projet, aérien, j'ai inclus en fait, des personas, mais qui avaient rien à voir en fait avec notre cœur de cible et bon, en fait, on se rend compte que nos personas finalement, c'est quand même vachement important quoi, parce que les gens racontent un peu n'importe quoi du coup, enfin, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre, les personas qu'on target et les gens en fait qui finalement n'ont rien à voir du tout. Et tout ça, en fait, vraiment dans le but de tester des choses. Comme j'ai dit, je suis un scientifique et c'est important, je trouve, d'avoir une approche où on peut mesurer, tester et valider, en fait, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Hem Et donc voilà, ça c'est un peu le cœur, on va dire, de la création de la méthodologie. D'accord, et donc ça veut dire que, tu avais une approche avec, cette méthode, selon les différentes typologies de sociétés, start-up, je sais pas, grande entreprise, publique, privée, et cetera. Et est-ce que tu avais une approche qui était identique, avec les mêmes sociétés? Oui, donc l'approche est exactement la même, peu importe, alors ça n'a pas toujours été vrai parce que justement en testant, je me suis rendu compte en fait que, par exemple, en fait, ce qui est très «gênant» entre guillemets et encore, c'est encore le cas actuel, mais je commence à trouver des solutions par rapport à ça. C'est surtout le niveau de maturité des gens parce que en fait, si on se en fait, c'est toujours les gens, c'est au final, c'est toujours ça. C'est toujours de l'humain, qui entre guillemets «cause problème» et je mets des gros guillemets là-dessus parce que c'est pas nécessairement un problème, c'est juste que c'est comme ça. En fait, il y a pas de c'est pas péjoratif. Mais, si on pense qu'au projet, en fait, le projet, c'est des étapes. Donc entre guillemets, du point de vue du projet, le projet, il s'en fiche que de la façon dont ça fonctionne. C'est la manière dont on va enfin, c'est la manière dont moi je dois expliquer et utiliser en fait les différents modules en fait de la méthodologie pour, être sûr que je vais en fait obtenir le bon résultat. C'est surtout ça. Mais la méthodologie fonctionne de la même manière. D'accord, OK. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu appliques, donc cette méthode à tous les cas clients? Et il y a une seconde question, c'est, est-ce qu'il y a un temps de mise en place? Hem, donc par rapport au fait de l'appliquer dans tous les cas, oui, j'essaye. Donc c'est-à-dire que
j'ai pas encore rencontré de cas où en fait c'était pas possible. Ce qui va fortement, jouer comme je l'expliquais, juste avant, c'est pas nécessairement, le type de projet, ça va plutôt être le type de personne que je vais en fait avoir en face de moi. Donc je l'applique en fait vraiment de manière systémique, aujourd'hui pour tous mes clients. Donc j'analyse la situation d'un projet et en fonction, de ce que je ressens en fait que le client doit enfin ce que je ressens, enfin c'est assez clair, c'est en fonction de la situation en fait du projet dans lequel on est, j'explique au client en fait ce qu'il faudrait mettre en place pour être en fait le plus efficace afin d'atteindre son objectif. Donc pour répondre à la question de combien de temps, ça prend pour la mettre en place, bah, en fait, il y a pas de il y a pas de temps pour, mettre ça en place donc heu, parce qu'en fait, tout va se passer, en fait, dans l'exécution. Donc ça va vraiment, en fait, dépendre de nouveau des objectifs, du budget et éventuellement, en fait, des contraintes, du projet. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment fonctionne cette, méthodologie, s'il te plaît, Jérémy, alors? Alors, en fait, la méthodologie se base sur 4 grandes phases, un peu comme le design thinking. Donc, on va avoir une phase de recherche UX, on va avoir une phase de création design, une phase de prototypage et test utilisateur et une phase, d'amélioration. Hem, alors en fait, on va expliquer tout ça peut-être à travers un exemple, juste après. Oui, 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 oui. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est que, effectivement, l'interview a été préparée, en amont avec, Jérémy et moi et effectivement, je demandais donc à Jérémy, d'illustrer tout ça, par rapport, de prendre un exemple, Yep. voilà, pour que ça soit plus concret, aux oreilles et aux yeux de tout le monde, en fait, voilà. Alors, bah, pour revenir en fait sur ouais, pour de revenir de l'explication, donc en fait, pour chaque phase, on va définir en fait une série de livrables qui sont prédéfinis. Comme ça, de nouveau, on va pas répéter à chaque fois la roue. Donc je sais exactement, c'est quoi les différents livrables et en fonction des différents projets, ben, je sais quel type de livrable, en fait, je vais devoir sélectionner pour chaque client. Hem, alors peut-être ce qui est important d'expliquer aussi, c'est que j'utilise, en fait, chaque livrable vraiment comme un outil. Donc j'utilise pas tous les livrables systématiquement. Ça va vraiment, en fait, de nouveau dépendre des besoins du projet. Hem, Par contre, il y a quelque chose où il y a vraiment pour moi un no-go, j'ai envie de dire, c'est que, j'insiste pour qu'il y ait toujours 2 livrables qui, à mes yeux, en fait, sont vraiment indispensables, qui sont requis. C'est les objectifs business, donc en résumé, c'est les objectifs du projet et les personas. Bah, parce que voilà, par rapport à toutes les expérimentations, comme j'ai expliqué juste avant et tout ça, en fait, si on n'a pas ça, pour moi, en fait, on sait pas faire on sait pas faire de UX, on sait pas faire du design, on sait rien faire du tout, quoi. C'est la base. Le problème, je fais une petite parenthèse, c'est que, aujourd'hui, et je suis sûr de nouveau que tous les UX designers sont confrontés au même problème, mais, généralement, en fait, les personas, c'est fortement, en fait, lié au marketing et on a un peu l'impression que c'est bullshit. Alors que en fait, bah, finalement, quand on fait correctement, des personas et là, il y a autant de façons de le faire à mon avis, tout le monde doit à mon avis avoir un peu une méthode spécifique pour faire des personas. Mais, enfin, sans ça, peu importe la façon dont on les fait, c'est pas pour moi possible de démarrer un projet, digital. Donc, ouais, ce que j'expliquais aussi, c'est que donc la première chose à faire, comme, je l'expliquais, c'est que on va définir le stade du projet dans lequel on est. Donc nouveau projet versus existant et les nouveaux projets sont toujours, en fait, plus faciles à prendre en main car, en fait, il y a rien. Mmh, mmh, Hem, absolument, ouais, ouais. Alors que, bah, s'il y a un projet existant, ben, c'est super important, en fait, d'abord de comprendre qui est inclus dans le projet, les rôles et responsabilités, de chacun, en fait. Et la première chose à savoir, c'est en fait s'il y a aussi, d'autres, UX, designers qui sont sur le projet. Parce que ça peut en fait enfin, donc toute l'organisation en fait du projet. Avant de commencer à parler du UX et tout ça, en fait, j'aime beaucoup parler de l'organisation. Parce que
dans un projet, en fait, c'est enfin, de nouveau, les gens vont être clés, quoi. J'ai déjà eu des projets, où on est arrivé, quasiment à la fin du projet et à la fin, on nous dit: «Ah ben maintenant, on va demander, à telle personne, de voir, ce qu'il en pense». Ben on est là, tu te dis: «Mais c'est une blague ou quoi?» Et généralement, en fait, ça peut être des personnes, qui ont plein de pouvoir et ils disent: «Ah ben non, moi je suis pas d'accord avec ci, avec ça et ça» et en fait, on est bon à quasiment recommencer tout le projet, quoi. Donc Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Heu, Mmh. avoir les bonnes personnes dans le projet, c'est vraiment clé, quoi. Ça dépend aussi de l'organisation de la société. J'imagine, par exemple, si une société est éclatée, je sais pas, à travers, plusieurs villes en Belgique ou en France, c'est plus compliqué et si c'est à l'international, c'est encore plus compliqué, quoi. Ouais, non, c'est clair. Plus il y a de ah non, ça c'est sûr, plus il y a d'interlocuteurs, plus il y a, d'unités, plus il y a de départements et tout ça, bah, plus ça va être compliqué, quoi. Ça, c'est sûr. Plus de personnes, plus de problèmes, quoi. Ça, Mmh. c'est ça, c'est sûr, ça c'est vrai, Oui, c'est oui. vrai. Hem, alors ensuite, un point important, c'est d'identifier en fait quels sont les éléments qui ont déjà été pris en compte par rapport aux éléments de la méthodologie. Parce que comme j'explique, donc si c'est un projet existant, bah, ça veut dire que je vais arriver et je ne sais pas nécessairement en fait, ce qui aurait été fait, quoi. Donc par exemple, tiens, est-ce que les objectifs, donc ont été définis? Est-ce qu'il existe des personas? Est-ce qu'il y a déjà un benchmark, par exemple, qui a été, réalisé? Peut-être est-ce qu'il y a eu des interviews utilisateurs qui ont été faites? Bon là, forcément, j'en doute fortement, mais on ne sait jamais, on peut toujours rêver. Mais donc quels sont les éléments, en fait, qui ont été faits, pour savoir, par rapport à ma méthodologie, entre guillemets, à ma petite recette qui est, en fait, composée de livrables, qu'est-ce que je coche et qu'est-ce qu'il y a encore à apporter comme information pour compléter, en fait, cette recherche UX? Et en fait, en fonction des réponses, ben, je vais pouvoir, définir, un niveau de risque du projet. Ça, c'est, une partie très importante. Donc, par exemple, si on me dit que les utilisateurs, ben, ont pas été identifiés, ben, clairement, moi, je vais mettre un feu rouge, et j'expliquerai pourquoi. Mais il va falloir, par exemple, définir les personas, sinon, moi, je commence pas, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, enfin, j'ai déjà fait des projets comme ça, hélas, où on disait: «Oui, mais non, on veut juste, faire les écrans et tout ça». Mais en fait, au final, ouais, on crée tout ça, mais il y a aucune corrélation logique, en fait, entre les éléments et ben, voilà, enfin, le projet, il sert à rien, quoi. Parce qu'il répond ni à des besoins, ni à des utilisateurs, donc voilà, quoi. Donc ça veut dire que, quand tu dis, «Je mets, clairement, un feu rouge», ça veut dire que, tu informes ton interlocuteur, donc ton client et en même temps tu te dis: «Ouh là là, il va falloir que moi j'ai pas les utilisateurs n'ont pas été identifiés ou mal identifiés». Ça veut dire que là, moi, je mets une grosse coche, ici et du coup, ça veut dire qu'il va falloir que, j'applique, d'autres, que j'ouvre d'autres, comment dire? Sous-dossiers pour accéder à ça, c'est ça que tu veux dire? Alors, ça, c'est alors ce que tu expliques, ça peut être un cas. Donc en effet, par exemple, s'il me manque des informations, alors là, je prends un exemple très précis qui m'arrive, souvent, heu, c'est que généralement les gens sont pas prêts à payer pour de la recherche UX. Bon, recherche UX, ça englobe, comme je l'ai expliqué ici, pas mal de livrables, mais un en particulier, c'est les interviews utilisateurs. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, Mmh, les interviews utilisateurs, ça coûte cher parce que c'est du temps. bien Hem sûr. mais alors, du coup, pour, tweaker un peu la chose, surtout si je trouve que le projet peut être intéressant, ou alors si on est trop loin, par exemple, dans un projet, ce que je fais, c'est que je propose du coup, de faire des interviews, mais durant les tests. Donc je fais une combinaison entre, test et interview. Comme ça, en fait, ça me permet moi-même, d'être sûr de valider certaines hypothèses de départ, ou au moins de les vérifier, en fait, durant des tests utilisateurs. Donc ça, c'est pour répondre, au guillemets, au 2e paramètre que tu disais, dans ce que tu viens de dire. Mais par contre, il y a aussi vraiment le red flag pour moi, vraiment le no go, quoi. Il y a vraiment des enfin, si j'ai pas certains éléments, ça si je vois, en fait, dans le projet qu'il y a des trous, hem, je vais le dire au client et si le client veut pas le faire, mais que pour moi, en fait, c'est indispensable, j'ai envie de dire: «Tant pis», quoi. Je suis capable de dire non à un projet. Enfin, d'un côté, si on n'a pas des gens, intelligents en face de soi
enfin, qui sont censés logiquement faire réussir leur projet et s'ils veulent pas, entre guillemets, entendre ça, bah, j'ai envie de dire, c'est juste un projet qui va être à problème et donc honnêtement, enfin Mmh, moi ça mmh m'intéresse mh. pas plus que ça, quoi. Ouais, ouais. Mais je te laisse continuer, vas-y. Excuse-moi. Ouais, pas de souci. Peut-être aussi donc pour expliquer tout ça, en fait, il faut comprendre que tous les livrables, en fait, de la méthodologie sont liés les uns aux autres. Donc c'est pas des choses qui sont complètement décorrélées les unes des autres. Par exemple, donc la définition, des parcours utilisateurs, ben, elle va être dépendante, en fait, forcément des personas et elle va être dépendante des objectifs business. Les customer journey aussi, par exemple, bah, vont être dépendants, bah, à la fois des personas, mais aussi, en fait, des interviews. Hem, et les interviews, bah, forcément, elles sont dépendantes des personas. Le contenu, lui, va être dépendant, bah, des personas et des interviews. Enfin et ainsi de suite, quoi. Ou pour donner un exemple avec des designs qui eux-mêmes sont dépendants, en fait, de tout ce qui est lié, en fait, dans la recherche UX, quoi. Donc tous les éléments au niveau des livrables sont interdépendants. Donc et ça, c'est quelque chose que j'explique à chaque fois aux clients. C'est que, hem tous les livrables, en fait, racontent une histoire et chaque partie de l'histoire, en fait, permet d'arriver à une meilleure vérité. C'est comme ça que moi je entre guillemets «je vends» les projets UX, et généralement quand on a des gens intelligents en face de soi, bah, c'est une histoire, en fait, qui passe bien. D'accord et pour être, plus parlant, est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Alors, donc en effet, je pense que là, ce que je vais faire, donc hésitez vraiment pas à interrompre, à lever la main si vous avez des questions. Donc ici, en fait, l'exemple que moi je vais illustrer, c'est dans le secteur, en fait, de l'aérien. Alors pour le coup, le manager avec qui je travaillais, bah, était une personne intelligente, donc ça, c'était déjà une bonne chose. Et c'est une personne qui avait une connaissance moyenne, on va dire, du UX, et il avait justement confiance dans l'approche. Alors la première étape, en fait, ça a été donc la phase 1, ça a été de définir, en fait, la recherche UX. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par connaître toutes les personnes qui travaillaient sur mon projet. J'ai réalisé, une arborescence, et un RACI. Donc le RACI, c'est la matrice qui permet de définir les rôles et les responsabilités, en fait, de chacun dans un projet et hem et encore, en fait, allez, aujourd'hui, je trouve que cette phase-là, elle est vraiment négligée dans les projets et je vois vraiment énormément de problèmes, qui arrivent parce qu'il y a on sait pas, on connaît pas, en fait, toutes les personnes qui sont dans le projet. Donc je pense qu'avoir une vue globale de qui est dans le projet et qui fait quoi, permet vraiment, en fait, de faciliter les échanges et la communication, pour le projet. Donc la première chose de cette recherche UX, au niveau des livrables, c'est que j'ai commencé à définir, en fait, les objectifs business avec, le CDO, hem et donc comme j'ai dit, c'est super important. J'ai cherché, bah, dans l'organisation, donc justement la personne, entre guillemets avec le grade politique le plus élevé, pour être sûr que personne en dessous ne puisse rien redire s'il y avait justement des discussions qui devenaient bloquantes et bah Ce qui est bien, bah, oui, en ouais. fait, c'est super important parce que sinon, en fait, tout le monde va commencer à venir à mettre, entre guillemets, «son grain de sable» et tout ça et on sait pas, en fait, très vraiment le parti, qu'on va devoir prendre. Alors c'est important d'écouter entre guillemets «tout le monde», mais à un moment en fait, s'il y a quand même une personne qui doit en fait, prendre ses décisions et je trouve que les objectifs business, logiquement, c'est quand même la personne impliquée dans le projet et qui a le plus haut rôle politique dans l'entreprise, enfin, qui doit maîtriser ce sujet-là, quoi. Hem, donc bien évidemment, j'ai partagé les objectifs business avec l'équipe avec laquelle je travaillais, hein, pour leur demander leur avis. On a donc, ajouté, quelques objectifs. On a revalidé ça avec, justement le CDO, une fois qu'on a eu ça, en fait, on pouvait vraiment «démarrer» entre guillemets le projet, quoi. D'accord. Ça veut dire que, quand tu parles de la définition des objectifs, d'une part, tu vas les prendre, avec, le CDO ou le CEO et ensuite quand tu dis tu les partages, c'est tu les partages lors d'un atelier avec, le reste de l'équipe avec laquelle tu vas travailler, par exemple? Alors, moi, je suis super pragmatique, j'évite en fait de faire des réunions.
Heu, c'est la réunionnite comme j'appelle ça, c'est quelque chose que je je peux pas faire. Donc j'essaye d'éviter au maximum les réunions. Donc pour pouvoir communiquer avec les gens, je préfère, je préfère utiliser mes outils enfin des outils entre guillemets «collaboratifs» dans le meilleur des cas où on peut déposer des fichiers et tout ça, créer, aller dans un OneDrive ou quoi, mettre tous les éléments et tout ça. Enfin, je le fais de manière systématique, mais généralement, je les partage simplement par email. Donc, parce que commencer à créer des réunions pour rediscuter de choses, enfin, c'est très compliqué, quoi. Un truc que je fais énormément aujourd'hui, en fait, ce sont des Loom. Donc, Loom, Ah, c'est le logiciel de visio, voilà, ouais, tout à fait. exact, qui permet en fait de s'enregistrer soi-même et son écran. Et donc, je fais un petit Loom, de quelques minutes où j'explique les intentions, le pourquoi, les tenants et aboutissants. Et j'envoie un lien Loom, j'envoie le livrable, j'envoie l'email et en fait, généralement, il y a peu de retours, quoi. D'accord, Ou alors s'il y a des retours, c'est qu'ils étaient vraiment importants. Donc, d'accord, du coup, ça c'est quand même, enfin c'est une façon de faire en tout cas que moi aujourd'hui je pratique et qui me fait gagner énormément de temps, mais vraiment beaucoup de temps, quoi. d'accord. Hem Alors, ça semble bête, mais vraiment, je serais curieux de savoir combien de temps, en fait, vous prenez pour formaliser les objectifs, en fait, d'un projet? Hem, donc ça, ce serait vraiment, intéressant, à savoir parce que, hem, pour ici, dans l'approche, en tout cas, moi, je prends environ, une demi-journée, allez, grosso modo, une demi-journée à une journée avec toutes les discussions qu'on peut avoir avec les différents interlocuteurs et tout ça. Hem et voilà, après ça, en fait, c'est réglé et on peut vraiment, en fait, démarrer, le projet, quoi. D'accord. Peut-être que Eric ou Enan, peut-être que vous pouvez répondre à la question de Jérémy. Qu'est-ce que vous en pensez sur, il posait la question sur la définition des objectifs business. Combien de temps vous, sur un projet, combien de temps vous, vous mettez si vous devez démarrer sur un nouveau business? Oui, ça me paraît. Enfin, pour moi, c'est Eric. Donc, oui, enfin, entre une demi, une journée, ça me paraît bien. Éventuellement, une journée et demie si vraiment il y a des choses plus complexes, mais ça me paraît bien. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, vas-y, continue, Jérémy. Donc comme oui, donc c'est ça, tout enfin, j'envoie tout par email et je mets tout ça dans un OneDrive et comme je l'ai dit, en fait, je perds pas de temps, à faire une réunion et ça ça fait vraiment gagner beaucoup de temps et aussi le fait que tout soit, systémisé et templatisé. Donc c'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai un template et je le réinvente pas. Donc, moi, ça fait des années que j'utilise, tous les mêmes templates, hem et j'y ai quasiment pas touché, en fait, depuis des années. Donc du coup, comme je le dis, je réinvente pas la roue, quoi. D'accord, ok. Et c'est quoi l'étape supplémentaire alors? Oui, un point en fait que je trouvais peut-être intéressant de mentionner aussi, enfin, cette idée, de faire justement ces looms, et tout ça, c'est que pour moi, en fait, le UX, c'est vraiment un électron libre, quoi. Donc pour moi, en fait, il devrait «déranger» entre guillemets, au moins les personnes qui ne sont pas immédiatement impactées, en fait, dans le projet. Parce que sinon, ça risque juste de créer, en fait, des discussions un peu inutiles et de faire, enfin, ça va faire perdre, du temps, à tout le monde, quoi. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être, intéressant à mettre en place pour la restitution, du travail, auprès de collaborateurs. D'accord. Alors, dès que les objectifs, business ont été, définis, Validé? Ouais. voilà, pour moi, la prochaine étape claire, c'est les personas. Donc pour ce que j'ai, enfin pour faire ça en fait donc, j'ai travaillé donc là je raconte toujours le projet, donc j'ai travaillé en relation, très étroite en fait avec l'équipe, CRM, que j'ai réussi aussi à identifier. Parce que bon là, on est comme dans une grosse organisation, donc c'est pas toujours évident. C'est des gens qui font pas nécessairement partie du projet au départ en fait, hein, donc c'est important de les identifier. Je les ai justement inclus dans le RACI, par après. Hem et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, les éléments, ils commencent déjà à se lier. Donc ça paraît bête, mais donc à nouveau, le temps que vous gagnez à parler directement donc aux bonnes personnes, c'est vraiment super important. Surtout quand vous êtes, dans une entreprise, en fait, avec plusieurs centaines de personnes.
pour le coup, j'ai eu, beaucoup de chance car les personnes donc étaient relativement claires et elles avaient aussi des bonnes datas, d'emblée de jeu. Hem, Par exemple, ici, la personne qui était en charge du CRM, c'était, une femme vraiment, très sérieuse et les datas, donc comme je l'ai dit, étaient vraiment de très bonne qualité. Donc on a pu sortir 4 profils, qui étaient représentatifs de nos personas. Hem Et je me rappelle en effet que le département marketing, de cette entreprise était très, très, très mal vu et donc j'ai décidé de les inclure, dans ce travail, immédiatement pour éviter en fait, tous les problèmes, quoi. Et donc, j'ai envie de dire, rebelote, quoi. Donc on a partagé en fait les conclusions avec, l'équipe. On a écouté les feedbacks et on a validé en fait, par email, tout ce qui avait été fait et aussi, les prochaines étapes, quoi. D'accord, OK. De nouveau à travers un livrable clair, systémique, que j'ai défini de la méthodologie. Alors, ensuite ce que je fais qui est quand même important, je pense, c'est la partie benchmark. Donc, en résumé, pour ça, je demande, à tout le monde, et principalement ici au département marketing, et au business, en fait, quels sont les benchmarks, enfin, quelles sont les entreprises qui voulaient, qu'on benchmark et pourquoi? Hem Et je me rappelle, en fait, que les 2 parties avaient pris des résultats, mais complètement différents. Donc c'est et ça, je trouve ça assez drôle, quoi. Parce que, allez, on est dans la même entreprise et on demande à 2 départements, en fait, de choisir, entre guillemets, un peu les concurrents. Ils nous sortent des trucs, mais complètement opposés, donc c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu, ah tiens, il y en a qui veulent aller à gauche, l'autre qui veut aller à droite. En termes de vision, on a un peu l'impression que les choses sont pas très, très, très alignées, quoi. Hem Et au final, en fait, je me rappelle que j'ai eu, environ une dizaine de résultats, dans les 2 départements et donc on a fait une analyse, en effet, sur 10 autres sociétés, aériennes. Hem Un autre point, en fait, qui peut être intéressant aussi en termes de benchmark, c'est en fait, parce que on peut dire benchmark, mais qu'est-ce que c'est un benchmark, en fait, finalement? Et donc là aussi, un point peut-être qui est intéressant, c'est que pour chaque template, j'ai un peu une liste, une checklist de choses qu'il faut vérifier. Donc, par exemple, pour le benchmark, je vais avoir, tous les critères, relatifs à l'identité, visuelle. Notamment, le type d'images qui sont utilisées. Est-ce que ce sont des vraies images? Est-ce que c'est plutôt, des images, dessinées? Au niveau des typographies, en effet, là, je me rappelle d'une histoire assez drôle, c'est qu'ils voulaient la société pour laquelle j'étais commandité voulait absolument utiliser une typo avec serif pour écrire du texte. Et donc là, en fait, je leur ai expliqué la théorie, mais ils en avaient rien à faire. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé justement le benchmark pour prouver, donc par l'absurde en fait, qu'on était les seuls à utiliser du serif. Et là, j'avais même étendu le benchmark et pour le coup, en fait, quand je leur ai montré ça, plus la théorie, alors là, c'est passé. Là, ils ont fait: «Ah ouais, entre guillemets, on va pas être les seules, personnes à faire ça parce que sinon, en fait, ça va être un petit peu Mmh, bizarre, quoi». mmh. Donc là, du coup, un peu de psychologie humaine et donc c'est passé, quoi. Ensuite, donc mais ça, c'est donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à chaque livrable, j'ai un peu des directives où là, je vérifie aussi, en fait, tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on veut amener, pour essayer d'être guillemets, «le plus clair et le plus précis possible». Enfin, là, il y a 2 parties. Comme il y avait déjà un site, internet existant, c'est super intéressant, en fait, de collecter les datas pour mieux comprendre, en fait, le comportement des utilisateurs. Donc, ici, principalement, on a des Google Analytics, mais aussi j'ai demandé, en fait, par exemple, d'installer Hotjar. Aujourd'hui, il y a plein d'autres outils, mais à l'époque, en tout cas, c'était plutôt Hotjar, pour, en fait, avoir une vue plus précise sur le comportement des utilisateurs. Je me rappelle que ce point, en fait, il était fortement discuté, parce qu'il y a les développeurs disaient que ça pouvait affecter, la performance, du site internet et tout ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, en cherchant, un peu de la documentation là-dessus, ou en leur posant la question, en prouvant, en leur demandant de prouver, en fait, que ce qu'ils étaient en train de dire était vrai, ils avaient pas vraiment de réponse, quoi. Ils disaient: «Oui, mais c'est un script, ça peut ralentir le site et tout ça», mais techniquement, en fait, il y avait aucune preuve de ça, donc Ils voulaient pas le faire quoi, en fait, c'est ça, plutôt?
Ouais, c'est alors ouais, sans casser du sucre sur les 2 développeurs, c'est pas impossible en effet qu'ils voulaient pas le faire, c'est pas impossible. Mais bon, après, de nouveau, j'ai juste expliqué en fait à quel point c'était important d'avoir une corrélation entre des données de Google Analytics qui sont plutôt des données, heu, quantitatives sur ce que font les utilisateurs de manière globale, mais que c'était pas suffisant, qu'il fallait aussi coupler ça avec des données qualitatives, donc comme des outils comme Hotjar pour observer ce que faisaient les utilisateurs et émettre éventuellement des hypothèses de pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Donc voilà. Ensuite, ben, de nouveau dans cette approche systémique et de nouveau dans le but de lier toutes les informations entre elles, en fait, c'était le bon moment, en fait, de faire des interviews utilisateurs. Donc, alors là, par contre, c'était un peu, une bataille que j'ai perdue, mais bon, c'est pas grave parce qu'au fait, aujourd'hui, on sait, donc grâce à Laura Klein, hein, donc qui a écrit le livre UX for Lean Startup, bah, que ça sert à rien, en fait, de faire plus que 3 à 5 interviews par persona pour connaître, en fait, la majorité des problèmes et des besoins des utilisateurs. Mmh. Donc moi, ici, je suis en Belgique, les gens, ils parlent 3 langues et en plus, donc un de nos utilisateurs était en plus enfin du côté, local, enfin local, national, je vais dire de la Belgique. On avait un personnage qui était aussi aux US, donc dans le nord de l'Amérique et donc en plus de ça, on devait ajouter l'anglais. Donc on a déjà 3 langues et il fallait en plus, ajouter l'anglais. Et le business, je me rappelle donc a fortement insisté pour qu'on réalise des interviews au moins dans les 2 langues nationales, donc français et néerlandais et finalement on a aussi dû en faire avec des Nord, américains en anglais et on a réalisé environ une quinzaine d'interviews, mais pour la partie business, en fait, c'était pas du tout assez donc heu et ça, je me rappelle très bien, c'est qu'on n'avait pas eu de validation franche du business. C'est seulement quand on est venu après avec les résultats qu'ils nous ont dit: «Mais attendez, vous avez fait combien d'interviews, vous m'avez dit?» Et là, on leur a dit, alors je sais plus si c'était exactement 15, mais ça doit être approximativement vu que c'est entre 3 et 5 par persona et là, ils nous ont dit: «Ah mais non, 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 ça va pas, il faut en faire plus, hein». Et j'ai expliqué la théorie, j'ai expliqué pourquoi, j'ai expliqué le comment. Il faut: «Ah mais non, mais ça a rien à voir, c'est politique, il faut vraiment, que vous ayez, beaucoup, beaucoup plus d'interviews». Et ben donc du coup, on a dû tripler en fait, la quantité d'interviews qu'on a faites et donc on a passé des jours et des jours en fait, en dehors du bureau pour aller faire ces interviews et bon bref, finalement on a présenté nous les nouveaux résultats, qui étaient finalement exactement les mêmes quoi. Donc enfin ça a rien changé, les patterns étaient exactement les mêmes, enfin voilà qu'on a juste perdu du temps quoi. Alors, sur base de ces informations, donc on a réalisé un customer journey, donc basé sur, les datas, basées sur les interviews, utilisateurs, Mmh. où on avait pu donc, déjà lever pas mal, d'hypothèses. Hem, oui, enfin c'est plutôt un premier customer journey, parce qu'en fait par la suite, je vais faire, une petite parenthèse, mais, à la fin du projet, quand tout était développé, on a le département marketing qui est revenu en disant: «Eh, mais c'est super votre customer journey, mais c'est un customer journey global. Est-ce qu'on le ferait pas par utilisateur?» On était là, en fait, ça reprenait un peu, les différents cas des 4 personas qu'on avait identifiés et on comprenait pas trop, l'intérêt. En plus que tout était déjà fini, quoi. Cette partie-là était terminée. «Oui, mais pour plus tard, ce serait peut-être intéressant et tout ça». On était là: «Mais ça sert à rien, quoi» et finalement, par pouvoir politique, on a dû le faire et je me rappelle, en fait, qu'ils ont inclus 10 nouveaux personas qui n'existaient pas. Donc enfin, c'était un bon moment pour moi pour partir du projet. Heu, mais voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc je reviens en fait sur la logique entre guillemets «des livrables» de la recherche UX. Donc là, un des livrables, donc c'était les customer journey, hem et avec tout ça en fait, on avait assez d'informations pour réaliser en fait un design studio. Alors je sais pas dans quelle mesure donc c'est une pratique en fait qui est enfin je trouve que c'est une pratique qui commence à devenir de plus en plus régulière aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de réunir en fait toutes les personnes clés du projet,
On leur présente en fait les conclusions justement de leur phase, de recherche et on leur demande d'imaginer une solution sur base de l'architecture de l'information en fait qu'on avait imaginée. Et honnêtement, moi je trouve que le design studio en fait c'est, l'outil politique le plus puissant du UX design, quoi. Il permet d'impliquer à la fois tout le monde de manière très concrète dans le projet et moi j'ai obtenu en fait à chaque fois vraiment des résultats, excellents, avec cette pratique, quoi. À chaque fois que j'ai un problème politique, c'est quelque chose que je mets en place parce que en fait, généralement, le problème d'accepter quelque chose, dans un projet digital, de nouveau, c'est un facteur humain et c'est fou, je le vois à quel point, en fait, le côté humain et politique, en fait, est fortement lié au UX design. Et si on néglige, en fait, ce facteur-là, honnêtement, enfin, le projet, il peut complètement capoter, quoi, pour des très mauvaises raisons, hein, finalement. Mais le design studio, il permet vraiment, heu, d'expliquer, c'est une chose, mais d'impliquer, c'est une autre. Mmh. Et alors bon, soyons honnêtes, hein, en fait, impliquer, les gens dans le design studio, il est vraiment d'ordre et c'est de la stratégie UX, hein, parce que en fait, les feedbacks qu'on va apprendre, durant parce que en fait, on met toutes les personnes clés dans un design studio, d'accord? Donc dans notre fameux RACI qu'on a développé au tout début, on a toutes les personnes clés. Et donc du coup, bah, c'est super parce qu'on sait qui on doit inviter. Tous les gens ont été tenus au courant de tout ce qui s'est passé durant, en fait, le fil des livrables qu'on a envoyé. Heu et donc ils sont là, c'est entre guillemets, c'est le moment clé pour eux, pour participer, pour se faire entendre. Mais je dis qu'il est stratégique. Pourquoi? Parce que au final, on va retenir peu de choses, en fait, de ce que les gens vont dire. Pourquoi? Bah, parce que, bah, enfin, vous vous en doutez peut-être déjà, mais en fait, comme on écoute d'abord les utilisateurs, en fait, généralement, 80 en fait de ce qui va arriver dans les maquettes, en fait, viennent des utilisateurs. Ils viennent pas nécessairement, en fait, de ce que nous on pense, à la base, quoi. Mais par contre, ça permet de donner l'opportunité aux gens de s'être exprimés et donc du coup, les gens, en fait, se sentent vraiment fortement liés et impliqués dans le projet. Ou beaucoup plus. Ouais, ou beaucoup plus Mmh. et donc et même peut-être pour des choses qui passeraient mal, le fait de les avoir impliqués, en fait, vont passer beaucoup plus facilement, quoi. Oui, absolument, je Que suis de juste de dire pardon, tu disais? oui, oui, je disais, oui, oui, tout à fait, oui, c'est le cas de ce que tu retrouves un petit peu lors des design sprints, et cetera, dans les ateliers de design sprint. Et effectivement, tu impliques pas mal de personnes de différentes strates dans la société, dans l'entreprise. Et effectivement, les gens se sentent tout de suite beaucoup plus impliqués lorsqu'ils sont imbriqués dans une méthode. Effectivement, oui, tout à fait. Ouais et alors peut-être pour justement on parle du design sprint, on va pas en parler ici parce que c'est pas l'objectif. Je suis sûr que Laurent a de l'excellent contenu sur, Design Plus, Oui, sur Design Plus, il y a plusieurs épisodes dessus, oui. voilà. Alors pour pas du tout, dénigrer le design sprint parce que c'est super, c'est une méthodologie très puissante, aussi. L'intérêt du design studio, son gros avantage, c'est que, il va durer 2 3 heures, grand maximum. Ça dépend en fait du nombre de personnes généralement qui est impliquées, dans la réunion. Mais il est rapide en fait. Donc il permet de comment dire? De débloquer peut-être, une situation plus rapidement qu'un sprint design. Parce que le problème du sprint design, c'est que, bah, c'est une méthodologie à part, quoi. C'est ici, ce que j'aime bien dans le design studio, c'est que c'est un élément qui peut vraiment débloquer une situation qui peut être compliquée, quoi. D'accord. Donc Ouais, voilà. effectivement, alors qu'un design sprint, ça peut être une journée, mais ça peut être aussi pendant plusieurs jours. Tout à fait, ouais. Voilà, exactement Absolument. et donc et ça, on n'a pas toujours le moyen de le faire. Alors qu'une réunion avec tout le monde pour débloquer des choses enfin ici, le design studio n'est pas nécessairement un outil pour débloquer quelque chose. C'est vraiment une approche collaborative sur un point clé du moment du projet, pour moi. Mmh, mmh, mmh. Mais ça peut D'accord, aussi permettre à débloquer des situations. Bon, je vais d'accord. continuer. Oui, oui, vas-y, vas-y. Alors ensuite, en fait, on a la phase, de wireframing, pour revenir à notre histoire. Donc ça a été quand même très challenging. Hem et c'est un peu toujours la même chose, quoi. Une fois que ça devient concret, en fait, bah, les gens, bah, s'investissent davantage
Et comme on avait énormément de choses à tester, ben, on a d'abord dû faire des tests de concept avec des wireframes basse fidélité. Et une fois que tout le monde était d'accord en fait sur les fonctionnalités, on a pu seulement à ce moment-là rentrer dans la phase de design. Bon voilà, ça c'est un peu enfin c'est un peu lié au projet, énormément d'hypothèses, beaucoup de concepts à tester, parce que bon, c'est quand même une machine qui valait 350 millions d'euros quoi. Donc du coup, vu qu'on devait tout refaire, ben, voilà, le business voulait vraiment avoir des garanties que, tout ce qu'on voulait modifier, que ce soit la manière de réserver un vol, la manière de choisir, de sélectionner un vol, la manière de choisir, des options, et tout ça. Il fallait que tout et de manière qualitative et de manière quantitative soit testé, prouvé et validé. Si on n'avait pas les chiffres qui venaient derrière, c'était niet quoi. C'était un no go quoi. Et voilà, toute cette approche nous a vraiment permis de venir avec des chiffres et de prouver en fait des choses. Alors une fois qu'on a réalisé donc les 1 designs, donc là là maintenant on rentre vraiment dans la 2e phase en fait de la méthodologie qui est là vraiment la phase design. Donc on a fait, enfin 2e j'ai parlé de la 2e phase et de la 3e phase en même temps. Parce qu'elles sont, fortement liées et aussi pour pas raconter une histoire qui va durer 3 heures. Après, vous pourrez éventuellement poser vos questions. Donc une fois qu'on a eu tous ces concepts validés, on a pu donc, faire les premiers tests utilisateurs. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Donc le business était pas à l'aise avec le niveau de maquette, qu'on avait à l'époque. Et à ce moment-là, en fait, on travaillait encore avec Sketch et c'est vrai que le niveau de prototypage de Sketch, bah, il est pas très poussé et finalement, et en fait, honnêtement, finalement, ça aurait été la même chose avec Figma, hein. C'est juste que le problème, en fait, c'était qu'il fallait faire vivre une expérience aux utilisateurs comme si c'était vrai. Ça, c'est les mots du business. Et donc, l'objectif business était très clair. Donc, c'était faire en sorte que les utilisateurs arrivent à booker un billet d'avion le plus vite possible par rapport aux autres sites web. Ça a impliqué, en plus de tout ça, qu'on a dû faire des tests de combien de temps il fallait pour booker un billet d'avion sur les autres sites web concurrents. Donc, on a dû se taper les 10 sites internet, mettre un chrono, faire ça à une vitesse plus ou moins régulière et tout ça pour vraiment atteindre cet objectif, quoi. Alors, c'est chouette en tant que UX designer d'avoir un objectif pareil, quoi, en fait, hein, Mmh mh. de vraiment un Absolument, truc ouais. super clair et concis. C'est presque un jeu, quoi, en fait, finalement. Et donc, en fait, on a créé des scénarios normaux sur base donc d'un temps moyen donc des différents sites, comme je l'ai dit. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour faire on a fait en fait un prototype full interactif et donc, comme je disais, pour le mesurer donc des pommes avec des pommes, on a vraiment développé une version HTML. Parce que en fait, juste montrer des maquettes, même, hautement dynamisées, c'était pas possible. On ne pouvait pas faire vivre, en fait, une vraie expérience aux utilisateurs. Donc là, du coup, on a pris 1 mois à développer, ce HTML et on avait vraiment un HTML avec des vraies datas, quoi. Donc, en fait, tout l'utilisateur pouvait vraiment faire comme si c'était réel, quoi. Donc on avait vraiment, respecté, en guillemets, «la consigne business». L'utilisateur pouvait vraiment booker, un billet d'avion, c'était les vrais prix, enfin tout ça, fonctionnait comme si c'était le vrai site. Et donc en fait, on avait fait des tests justement, peut-être que je me suis mal exprimé, mais donc on avait fait des tests avec des maquettes Mmh. et on voyait que ça clochait. C'était pas naturel quoi. Comme c'était pas assez fluide, en plus on avait un manque d'interactivité parce qu'on avait créé des composants qui, voilà, avec les limitations qu'on avait avec le prototypage et tout ça, étaient pas suffisantes. Donc, quand on a refait les tests par après avec le HTML, on a vraiment vu que les résultats n'avaient rien à voir, quoi. Donc, vu qu'on avait vraiment des datas vraiment puissantes derrière, on a pu prendre en fait vraiment des bonnes décisions parce qu'on a vraiment vu des gens l'utiliser de manière beaucoup plus réaliste, quoi. Au final, on a fait quand même plus d'une centaine de tests qualitatifs pour les mêmes. Ah oui, quand même Bah, énorme. ouais, mais c'est pour les mêmes raisons, en fait, politiques, que ce que j'ai expliqué, juste avant. Et je me rappelle qu'on a fait des centaines de tests quantitatifs
pour mesurer en fait, enfin pour encore avoir plus de tests quoi. Parce que moi j'ai dit, enfin moi j'allais pas faire 500, on a fait 500 tests, quantitatifs et une centaine, qualitatifs quoi. Donc c'était quand même vraiment énorme quoi. Hem, Par contre, un truc qui est super important, qui peut être intéressant ici, à expliquer, c'est que la qualité en fait était pas du tout la même quoi et pourtant on utilisait, UserZoom, hem pour faire ça, et donc c'est un outil quand même relativement puissant et la qualité en fait, des interviews entre le quantitatif et le qualitatif était pas du tout la même. Donc on a dû établir des critères stricts pour qualifier les tests quantitatifs qu'on allait garder comme, le temps pour répondre aux questions par exemple ou le nombre de réponses et cetera et plus on éliminait, et plus on se rapprochait en fait des résultats qualitatifs. Donc ça, voilà, j'ai envie de dire, les résultats qualitatifs, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même, la source la plus «sûre» entre guillemets, de résultats qu'on puisse avoir, quoi. Parce que les gens sont vraiment impliqués dans le processus, alors que quantitatif, bah, les gens, OK, ils sont payés, pour le faire, enfin, il y a beaucoup de facteurs, en fait, qui rentrent en jeu et puis ils sont là il y en a beaucoup qui essayent de faire ça un peu vite, vite, vite. Alors il y en a qui le font de manière super assidue et tout ça, mais le problème, c'est que, voilà, on sait jamais dire, il peut y avoir, entre guillemets, des sorry, de dire ça, mais des un peu des pommes pourries, dans le panier, alors que quand on fait du qualitatif, on le sent tout de suite. On sent directement si la personne, elle est là, elle est pas là, et on peut juger, en fait, facilement si on va retenir ou pas cette interview et voilà, comme Laura Klein a quand même déjà démontré, maintenant plusieurs fois, on n'a pas besoin de toute façon de faire des centaines de tests utilisateurs, pour prouver quelque chose, quoi. D'accord, OK, très bien. Peut-être que Eric, Wenan, vous avez peut-être des questions à poser parce qu'ensuite on passe sur une autre partie de l'interview. Non, non, j'ai pas de questions. Ça m'a paru clair, en fait, en tout cas, dans ce qui a été dit, de ce que Jérémy a dit sur ce projet. Moi, j'ai pas de questions particulières. D'accord, bon bah on va continuer alors. Alors peut-être pour clôturer ça en lien justement avec la méthodologie dont j'expliquais, donc on a fait les prototypes, on a fait des prototypes basse fidélité, on a fait des prototypes haute fidélité, on a carrément fait un HTML, on a fait les tests utilisateurs et donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on fait des phases classiques où on a fait des correctifs au niveau, des écrans et en fait, il y a quand même la dernière étape qui est quand même, super importante qui est en fait, l'amélioration. Donc cette phase amélioration, c'est vraiment pour moi le suivi du projet et ça, c'est quelque chose que j'ai observé déjà il y a longtemps. Hem, En parenthèse, je travaille justement sur l'élaboration d'un produit à l'heure actuelle pour systématiser cette approche parce qu'en fait, elle est très complexe et pour moi, un projet UX, il n'est pas terminé quand le développement est fait. Pour moi, le projet UX aujourd'hui, on est en 2023, hein, j'ai failli dire Non, non, 2022, mais on est en exact. 2023, heu et je pense que, hem, tous les projets web qui sont développés aujourd'hui, que ce soit un bête blog, un site ou quoi, enfin, pour autant qu'on ait un vrai objectif derrière, je pense que c'est super important en fait de mesurer tout le temps le pouls, j'ai envie de dire, UX du projet. Dire que on a fait une recherche géniale, des prototypes, des tests, machin truc et tout ça et qu'on a un super produit, ce sera vrai à un temps T. Mais à un temps T plus un, si on a une augmentation de trafic, on inclut des nouvelles fonctionnalités, on inclut des nouveaux personas, on change des choses pour des raisons X ou Y. Si on ne prend pas la mesure de ces changements d'un point de vue résultat, pour moi, en fait, on passe complètement, enfin, pour moi, on passe complètement, en fait, à côté, du vrai job, en fait, du UX qui est d'arriver à concevoir des choses qui sont, bah, utiles, accessibles pour, les utilisateurs, entre guillemets, enfin, tout le temps, quoi, dans le projet. Parce qu'un projet, il va vivre. Il va vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais si on pense que la mission du UX, elle est terminée au moment où le projet est développé, ben, je ne pense pas que c'est une bonne chose, quoi. Je pense que c'est super important que le UX reste même après le développement du projet et donc c'est pour ça qu'il y a cette dernière étape qui est en fait le follow-up UX qui, grâce à Google Analytics, grâce à Hotjar,
et grâce à tous les outils qu'on pourrait inclure aujourd'hui, même d'intelligence artificielle et tout ça, d'A/B test et tout ça, d'avoir une sorte de dashboard qui permet de mesurer l'évolution du projet en fonction des objectifs qu'il doit atteindre, que ce soit de l'acquisition, de la rétention, de la conversion, et cetera, quoi. Donc ça veut dire que dans ta méthodologie, tu inclus la phase d'amélioration, mais ça veut dire que pareil, tu as des lignes de check-up, etc., pour te dire, ça, cette ligne-là, c'est bon, c'est fait. Cette autre ligne-là, c'est bon, c'est fait. Ah, celle-là, elle n'est pas encore faite. Il faut que j'aille voir pourquoi je ne l'ai pas faite. Comment que ça se passe? C'est ça? Alors, c'est une bonne question, ça fera peut-être sujet d'un prochain podcast parce que en fait, je me suis rendu compte que et je vais être tout à fait transparent, c'est qu'il y a quelques années, en fait, je croyais que le projet UX s'arrêtait là où Oui, juste après le à développement. la fin de la mission, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Mm. On avait prouvé grâce à des tests utilisateurs qu'on arrivait à obtenir les objectifs, blablabli, blablabla, que qualitativement, enfin que le quantitatif suivrait le qualitatif, et tout ça. Mais je me rends compte que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres humains derrière les projets. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Un jour, le copywriter, va changer, dans une entreprise et va faire: «Eh mais c'est de la merde en fait ce que vous avez fait», et donc il va changer tous les textes, on va obtenir des résultats différents. Puis il y a quelqu'un qui va venir, qui va changer au niveau du marketing et qui va dire: «Oh ouais non, en fait, maintenant on va faire des images avec des bords arrondis». Puis un autre qui va venir en disant, peut-être que le front-end va décider en fait de changer des choses, que l'UX avait décidé, et qui a pas été décidé. Enfin, vous voyez? Donc tout ça change et je me dis: «En fait, ben, enfin voilà, si ce genre de choses en fait, bah, arrive, ben, on a un autre projet quoi. C'est plus le même projet. Donc si on prend pas le pouls en fait du projet de manière permanente, ben, en fait, on peut pas suivre son évolution quoi. D'accord. Et donc, dans ta phase d'amélioration, ça veut dire que, tu le proposes au client qu'il y a une phase d'amélioration et c'est une amélioration pour toi en continu, c'est-à-dire que tu proposes au client de revenir, je sais pas, une fois tous les 2, 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an ou plus, c'est quoi Alors, oui, désolé, j'ai oublié de répondre à ta deuxième question. Hem, En fait, donc aujourd'hui, je me rends compte en fait que cette phase-là, elle est tellement importante, comme je l'ai dit, qu'on est en train en fait d'en faire un produit en lui-même. Parce que et c'est presque une phase qui est plus lourde que toute une phase UX en fait. Il y a beaucoup de choses, il y a la complexité du projet en fait en lui-même. Donc, de savoir, bah, tiens, où on en est dans ce projet. Est-ce que c'est juste des maquettes, dessinées? Est-ce que c'est un site qui est terminé? Donc déjà là, parce que enfin, pour moi le follow-up, enfin je vais m'en tenir peut-être juste au follow-up donc d'un projet qui est terminé. Mmh, Je vais pas mmh. rentrer dans la complexité d'autres cas, mais même donc en arrivant dans ce cas à la fin, il y a une énorme checklist en fait de choses qui doivent être vues et revues de manière permanente. Comme je l'ai expliqué, parce qu'il y a plein de paramètres qui vont faire en sorte que le projet va changer. Mais donc il faut avoir une liste en effet systémique aussi pour répondre à ta question, à la fin du projet, pour être sûr que ces paramètres en fait continuent d'être respectés dans le temps. Hem, donc ici, l'idée, c'est plutôt en fait de faire chaque mois, une évaluation du site pour voir comment est-ce qu'on peut le faire avancer dans la direction des objectifs. Parce que, comme je l'ai dit, une fois que le site est développé, qu'il est terminé, c'est jamais qu'un temps T, voilà, et on va avoir des résultats, mais après comment est-ce qu'on continue à le faire, progresser en fonction des objectifs qu'on aimerait bien introduire, quoi. Donc là, on va émettre des nouvelles hypothèses et on va de nouveau utiliser des différentes méthodes UX en fait, bah, pour tester, mesurer et valider en fait ces hypothèses. D'accord. Et donc la phase amélioration, elle est comment que tu la présentes au client? Et pour lui, c'est quelque chose qui est inclus. Tu l'inclus dedans, par exemple, dans le prix, je sais pas, ou dans la méthodo globale. Comment que tu le Non, présentes? Parce que souvent, ça, c'est moi qui suis aussi encore freelance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu dois réexpliquer. En fait, tu dois réexpliquer les enjeux, comme tu le disais tout à l'heure. Tu dois remettre encore sur la table, etc., resservir la soupe, entre guillemets, au client pour lui expliquer la valeur que tu vas avoir dans le futur.
Exactement. Donc généralement d'emblée, je l'explique parce que j'explique la méthodologie, à la base forcément. Mais en effet, à la fin, bah, je dis: «Voilà, écoutez, là, on a validé beaucoup de choses, on a les maquettes. Maintenant, vous allez passer en développement, mais quand le développement sera terminé, en fait, bah, je vous propose de revenir et de mettre en place justement ce follow-up, quoi». D'accord, Et donc aujourd'hui, oui, donc aujourd'hui, on a quand même déjà pas mal de clients qui après projet tournent en fait, avec, le follow-up, UX, quoi. d'accord, OK, d'accord, OK. Bah, c'est intéressant ça. En plus, par rapport à ton activité et à ta société, ça permet effectivement d'avoir un chiffre d'affaires entre guillemets, «constant» et régulier avec des clients qui sont déjà identifiés et qui vous connaissent aussi, ouais, donc c'est très bien. Oui, c'est un aspect en effet, c'est un aspect intéressant en effet, allez, c'est un peu, enfin c'est la productisation en fait, d'un service quoi. C'est exactement l'objectif, mais voilà. C'est en tout cas alors ça reste humain. Bien Il y a sûr, bien pas sûr. d'automatisme en fait, mais Mmh. donc c'est vraiment c'est ça, c'est la productisation en fait d'un service et de créer de nouveau une approche systémique en fait, dans cette approche qui aujourd'hui en fait est vraiment super importante quoi. Ah oui, absolument, oui, tout à fait. Ce qui serait peut-être intéressant de savoir, c'est, d'avoir justement, c'est des retours sur cette méthodologie. Par exemple, je sais pas, sur le taux de réussite, les échecs aussi que tu as pu rencontrer et est-ce que tu pourrais, partager avec nous aussi, les pain points que tu as rencontrés et les succès? Alors, en fait, c'est difficile à dire parce que la méthodologie, en fait, reste jamais qu'une méthodologie. Donc comme je l'ai déjà expliqué, avant, c'est que j'ai plutôt l'impression que la réussite ou l'échec d'un projet va d'abord passer par les personnes qui le portent. Donc on a beau avoir le meilleur UX, UI, du monde, d'un produit, bah, si personne n'en veut, en fait, ça sert à rien, quoi. Alors normalement, bah, on est bien placé pour identifier en fait, ce problème, à la base. Mais après, voilà, un client peut toujours décider, de sortir, un mauvais produit, quoi. Ça on sait pas, allez, on n'est jamais là que pour conseiller, quoi. Alors peut-être pour parler d'échecs et de succès, donc la 1re année a probablement été en fait la plus difficile. Bah, car je suis parti en fait, d'une base, et il faut la faire, enfin il a fallu la faire évoluer, avec des retours des utilisateurs. Bah, donc enfin, c'est-à-dire des clients principalement et par exemple, c'est là que j'ai compris que la méthodologie, elle pouvait pas juste être une méthodologie à proprement parler, mais plutôt une sorte en fait de boîte à outils. Donc en fonction des types de projets, c'est-à-dire est-ce que c'est un nouveau projet ou est-ce que c'est un projet, existant? Ben, le processus en fait allait pas être le même, quoi. Donc j'ai dû aussi développer, une logique par rapport à ça. Peut-être que tu peux nous parler un peu des erreurs que tu as faites, sur cette méthode, s'il te plaît? Ouais, je pense que l'erreur en fait principale, que j'ai faite, c'est que je voulais à tout prix «vendre» entre guillemets, la phase de recherche. Donc en fait les gens slash, clients ne réalisent pas en fait toujours à quel point justement tout vient de la recherche. Donc il faut faire vraiment très attention à vérifier la maturité pour moi des clients pour savoir, ce qu'il faut leur proposer. Donc je pense aujourd'hui que c'est mieux de parler en fait des résultats potentiels et de leur dire ce qui est absolument nécessaire pour arriver à ces résultats plutôt que d'essayer vraiment de leur entre guillemets, de leur vendre, tout un package quoi. C'est et personnellement aujourd'hui, j'ai même plutôt l'impression que, allez, il vaut mieux commencer à même si c'est pas la bonne chose à faire et vraiment, voilà, comme j'ai dit au début de l'interview, c'est que je pense que c'est mieux enfin, pour moi, c'est obligatoire d'avoir l'histoire des objectifs business et des personas, mais je pense que si votre client, en fait, il est pas ouvert
à ce genre de choses, mais que le projet est intéressant ou que le budget est intéressant, c'est aussi un facteur qui peut forcément influencer la décision. C'est d'abord, en fait, d'essayer de résoudre, en fait, les choses de manière tactique, donc en étant extrêmement précis sur ce que le client veut, même si c'est pas la bonne chose à faire et de l'amener, en fait, petit à petit à se rendre compte que, ouais, mais OK, en fait, finalement, on a besoin de cette recherche UX. Donc peut-être pas l'appeler comme ça, peut-être, et ou ouais, peut-être, essayer vraiment de l'amener petit à petit, en fait, à quand même y arriver parce qu'en fait, finalement, enfin, logiquement, il va comprendre qu'il peut pas passer à travers, quoi. Donc voilà, ça c'est peut-être, en termes d'erreur. Une autre erreur en fait que j'ai faite, à laquelle je pense, c'est au moment où j'ai, engagé les premières personnes dans mon équipe UX. En fait, elles étaient complètement préformatées avec d'autres choses et donc du coup, enseigner cette approche, cette méthodologie, même ici à travers la UX Academy, c'est pas quelque chose en fait qui a été, enfin j'ai fait beaucoup d'erreurs. Parce que appliquer quelque chose d'une certaine manière, ça demande aussi en fait une systématisation et réfléchir à comment systématiser quelque chose de systémique, bah, c'est un peu bizarre, mais c'est super important, en fait. Parce que c'est pas parce que nous, on le fait d'une certaine manière et tout ça, que demain, si on demande à quelqu'un de le faire, qu'il va réussir à le faire. Donc en Exactement, ouais. fait, du coup, il faut vraiment bien cadrer les choses, en fait, sur, comment le faire. Et là, je me suis rendu compte, en fait, à quel point, au départ, l'effort était important. Je me suis dit: «C'est bizarre, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'enseigner quelque chose de systémique?» Mais voilà, de nouveau, si on suit une recette, de gâteau ou quoi, sur, YouTube, c'est pas parce que la personne à la vidéo, elle est en train de le faire tranquillous que vous allez réussir à le faire, avec les mêmes ingrédients et les mêmes outils, quoi. Donc il y a quand même, voilà, il y a eu quand même un petit challenge, en fait, aussi de réussir à mettre tout ça sur papier, quoi, j'ai envie de dire. Mmh. D'accord et quels sont les résultats aujourd'hui, d'appliquer cette méthode, au cas par cas, mais tout le temps, de la même façon, en fait, c'est quoi? Alors, vraiment, le fait d'avoir une approche, méthodologique systémique, c'est un gain de productivité, et de marge nette, en fait, sur les revenus. Maintenant, je peux le dire, je peux le voir, en fait, avec le recul, mais énorme. Je me rappelle encore au tout début, quand j'essayais, enfin, à chaque nouvelle situation, entre guillemets, j'avais, des nouveaux livrables, et en plus, enfin, comment dire? À chaque fois que la granularité, allait de plus en enfin, à chaque fois que je systématisais de plus en plus, je remarquais, en fait, à quel point je gagnais du temps. Donc forcément, quand qui dit, en UX ou en design gagner du temps, dit généralement gagner des revenus. Parce qu'il y a un point quand même qui est important, aussi par rapport à ça, c'est que c'est pas parce que moi j'ai réussi à «systématiser» entre guillemets une approche que, comment dire? Que les clients en fait vont pas payer en fait le même prix. Donc, c'est pas parce que j'ai réussi à transformer quelque chose qui prenait entre guillemets, 5 heures et que maintenant j'en mets plus qu'une, qu'ils en payent pas 5. Parce que, moi ce que je calcule, généralement c'est la valeur. Donc soit en fait en résumé, soit, je passe 5 heures à faire, quelque chose qui va, coûter, 100 €, j'invente, bah, ou alors je passe 1 heure, mais ça va coûter 500 €. Voilà, il y a pas de pour moi, c'est logique. Il y a pas de ça fait partie aussi, allez, des acquis, en fait, d'une entreprise ou, d'un indépendant, enfin, peu importe. C'est aussi la va enfin, ce qu'on propose et la façon dont on le propose fait partie, en fait, de la valeur itinérante, en fait, de la valeur, quoi. Donc du coup, Ouais, alors ça, la valeur des designers, ça c'est je pense que c'est un très, très grand, comment dire? ouais, Sujet parce que, entre les juniors, les middle, les seniors et puis déjà même entre le monde des designers et la valeur perçue, en clientèle, alors là, c'est un autre c'est monde. clair. C'est voilà, on le sait tous et ça devient un autre sujet, un autre débat. Pour conclure, ce serait intéressant que tu nous dises ce que toi tu retires de cette expérience d'avoir mis cette méthode en place aujourd'hui
et puis peut-être nous donner aussi le mot de la fin sur ta méthodo, en fait. Yep. Hem, alors qu'est-ce que je retire moi de cette expérience aujourd'hui? Peut-être le premier point, ben, c'est que j'ai pu me spécialiser en fait, dans la partie, je dirais, opérationnelle du UX design. Donc j'ai vraiment trouvé là, moi, où j'étais fort et ce que j'aimais faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que et aussi avec le temps, notamment le fait, des gens de mon équipe, qui il y a des enfin les gens de mon équipe sont vraiment plus forts que moi. Ils sont plus rapides, ils sont, plus précis et ils appliquent forcément aussi, la méthodologie et donc c'est chouette parce que du coup, en fait, on voit que finalement ce qu'on fait, bah, comment dire? C'est pas enfin, nous, on a pensé à quelque chose et finalement, en fait, il y a d'autres gens qui sont plus forts à l'utiliser. Donc Ouais. il y a un côté quand même un peu gratifiant, derrière. Hem Et un autre point peut-être, q bon voilà, qui est quand même vraiment pas, négligeable, c'est le fait que j'ai complètement, explosé, mes revenus, grâce à ça. Donc, par rapport au début où j'ai commencé à utiliser la méthodologie, alors bon, maintenant est-ce que c'est vraiment que grâce à ça? En tout cas, je peux dire que la méthodologie, par exemple, je vais faire une petite parenthèse encore sur, le projet, aérien dont j'ai parlé là juste avant. On était, plus d'une trentaine sur, l'appel d'offres et je l'ai gagné grâce à la méthodologie et je crois que 80 des projets que j'ai gagnés aujourd'hui sont grâce à la méthodologie. Donc à chaque fois que j'ai expliqué l'approche systémique à mes clients, ils me disaient que, c'est grâce en fait à cette approche-là, ça les rassurait en fait. C'est le côté rassurant de savoir où ils vont et c'est logique en fait finalement. C'est un comportement humain tout à fait classique. C'est demain vous achetez quelque chose de très cher, bah, vous allez être beaucoup plus rassuré si quelqu'un vous dit exactement comment les choses vont se passer, plutôt que, des choses qui sont peut-être un peu plus très vagues et en plus en tant que UX designer, je sais à quel point on est très technique. Donc du coup, on peut vite raconter des choses, qui sont complètement incompréhensibles en fait, aux yeux de nos clients, quoi. Donc le fait d'avoir eu cette approche-là, bah, m'a permis en effet de multiplier par presque 4 en fait mon chiffre d'affaires, aujourd'hui. Hem Et donc ouais, c'est pas mal, quoi. Bah oui, absolument, oui, tout à fait, oui. Et ce serait quoi, en fait, le mot de la fin alors, du coup? Ah bah, pour moi, le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, j'ai envie de dire donc alors j'essayerai de mettre peut-être, de faire un petit schéma, de la méthodologie que vous pourrez, télécharger. Donc ce sera seulement quand l'épisode sortira. Ici, pas pour le live, désolé. Heu, mais si j'ai quelque chose à dire, en fait, c'est, peu importe finalement je vais peut-être dire quelque chose, en fait, qui m'a vraiment fait switcher. Pourquoi est-ce que en fait, aussi, c'est une des raisons pour laquelle, j'ai décidé, en fait, de créer mon entreprise et de passer, en fait, du consultant seul à mon entreprise. J'ai entendu une phrase, je sais plus d'où, mais elle m'a fait changer du tout au tout. C'est: «Qu'est-ce que, en fait, vous faites aujourd'hui de bien et qui, en fait, sans trop d'efforts, pourrait faire en sorte que ce que vous faites de bien, vous le fassiez, heu, vraiment très, très bien?» Parce qu'en fait, moi, tout le parcours de cette méthodologie, je me suis rendu compte que à chaque fois, c'est un peu le compound effect. Comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est l'effet, L'effet un peu l'effet Ouais, c'est ça, l'effet de le multiplication ou levier, l'effet de quoi. levier, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. En fait, à chaque fois, en améliorant à chaque fois un tout petit peu quelque chose et j'étais vraiment, vraiment plongé dans ce que je faisais au niveau des livrables. À chaque fois que je les améliorais un tout petit peu sur base des feedbacks que je recevais, c'était des détails. Mais j'ai vu que entre la V1 et la V10, c'était, vraiment le jour et la nuit et c'était pas que ma perception à moi, c'était aussi la perception en fait, des clients et donc du coup, heu, c'est vraiment enfin, c'est vraiment ça que j'ai envie de donner comme message, c'est que peu importe, ce que vous faites vous aujourd'hui, bah, peut-être, c'est bien de réfléchir à qu'est-ce que vous faites bien et que vous pourriez en fait faire beaucoup mieux, juste en travaillant un tout petit peu, quoi. Donc c'est vraiment la fameuse équation du 1 exposant,
comment ça fonctionne, c'est je sais plus comment c'était. Enfin, le fait de multiplier par peu de choses quelque chose d'existant dans le temps fait qu'à la fin, on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus grand que si on n'avait rien fait, quoi. Mmh. D'accord. Donc le message, ça va être plutôt si vous avez des choses peut-être à systématiser, dans la manière de faire les choses, faites-le. Ne réinventez pas la roue, peut-être à chaque fois. J'ai envie de dire aussi peut-être, augmenter les points donc, sur lesquels vous êtes fort et éliminer peut-être ceux sur lesquels vous l'êtes moins et enfin, tester, de nouvelles choses, avec parcimonie, hein, forcément et recommencer le process. D'accord, OK. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, Jérémy, pour avoir, partagé cette méthodologie, avec nous et avec, Wenan et Eric qui étaient là, en live. Est-ce que, Et Chloé, et qui Chloé tout à l'heure, voilà, exactement, voilà, tu as raison et Chloé. Est-ce que, Wenan, Eric, vous avez des questions à poser? C'est le moment d'en profiter puisque, Jérémy est encore, disponible pour, quelques moments. Non, en tout cas, moi, je voulais remercier Jérémy pour avoir partagé sa méthodologie et un peu la manière de fonctionner. Donc, c'était très intéressant. Après, moi, je ne suis pas dans le même contexte, mais ouais, c'est super intéressant. Voilà, j'ai pas de questions particulières. Ça m'a semblé relativement clair ce que tu as développé, en fait, Jérémy, et le propos et la méthodo. Voilà, après, j'ai pas de plus de questions que ça. C'était super, en tout cas, c'est super de t'entendre, en tout OK. cas, c'était intéressant. Merci à toi. Merci Eric. Bah, super. Merci Eric. Wenan, tu peux parler si tu veux, hein, vas-y. Alors, moi, je vous remercie pareil également. En fait, je suis plutôt observatrice aujourd'hui parce que je suis, comment dire, directrice artistique actuellement. Je suis intéressée par UX/UI et j'ai suivi aussi une formation, donc j'aimerais bien m'orienter vers ce métier. Et donc, du coup, pour moi, une question, c'est que pour vous, comment vous définir un bon UX/UI designer? Est-ce que quel type de qualité il faut la personne la voit? Et puis, est-ce que, en fait, je commence à un peu de recherche d'emploi, etc. Et puis, est-ce que l'expérience vraiment, ça compte beaucoup? Voilà. Merci beaucoup. Là, je vais couper court en fait. Excuse-moi, Wenan, mais en fait, c'est vraiment un autre sujet Oui, je le et sais. je pense ouais, mais on pourrait en discuter longtemps. Et en tout cas, je pense que oui, l'expérience y fait, mais pas que. Et en plus, il y a pas mal de posts en ce moment sur LinkedIn parce qu'il y a des problèmes de recrutement, etc. On en voit plein en ce moment et tout le monde se remet en question, etc. Mais c'est pas juste ça, faut pas s'inquiéter. Mais c'est pas juste non plus la seniorité qui fait un meilleur designer, c'est aussi son approche, son empathie et la compréhension du client, la compréhension des enjeux produits, etc. Il y a tellement de qualités que je pense que ce serait difficile de les citer en 5 minutes. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire un épisode entier là-dessus, voire même un débat avec plusieurs designers. Ça serait intéressant. Mais ça pourrait faire le sujet d'un design plus live ou des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. Mais là, je pense que dans le sujet aujourd'hui, c'est pas du tout le propos, mais je comprends tout à fait ta position. Mais il y a tellement de choses à dire que ce serait tellement beaucoup plus long qu'en 2 heures. Je sais pas ce que tu en penses, Eric ou Jérémy. Non, mais ce que je disais par rapport à ce que disait Jérémy tout à l'heure, il y a aussi la manière de présenter les choses. Effectivement, il a une méthodologie, mais je pense aussi qu'il parlait d'humain. Je vais parler de talent, mais en même temps, il y a aussi la manière de présenter les choses. On peut chacun avoir une méthodologie
et on va l'expliquer plus ou moins et on va séduire. Il y a toujours une relation d'homme à homme et dans le commerce, entre guillemets, ou en tout cas dans le commerce de service, on va être obligé on va justifier, on va donner la façon dont on fonctionne. Mais il y a aussi la relation, hein, enfin, il faut pas se leurrer. Je pense que s'il a été choisi, c'est qu'il était bon dans son discours et après bon dans ce qu'il a délivré. Donc, voilà. Après, je veux pas te passer de la pommade, mais c'est comme ça que je vois les Un choses. petit peu comme un petit Non, mais un petit je peu veux dire, quand même. on en est tous là, quoi. On doit défendre un sujet et des fois ça passe et des fois ça passe pas. Ça dépend des interlocuteurs, ça dépend des choses, de Absolument, plein de choses. tout à fait. Voilà. Aussi peut-être, pour répondre rapidement, ici à Wenan, sur la 1re question, je pense que enfin, comme Laurent l'a dit, il y a tellement de qualités qu'on peut avoir en tant que UX et la façon dont on les exploite et tout ça. Mais je pense que 2 grandes qualités pour en fait alors déjà UX designer aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. J'avais fait justement une petite vidéo YouTube, là-dessus, en disant que c'était un peu le mouton à 5 pattes. Mais si vraiment on parle de UX, UI, quelqu'un qui fait de la recherche et qui design, en fait, il y a quand même pour moi 2 qualités qui sont quand même importantes. La première, c'est de l'empathie pour, bien, avoir une bonne oreille pour écouter, ce que les gens, en fait, vont te raconter. Mais il y a aussi, avoir un bon côté analytique parce qu'en fait, il faut comprendre, interpréter, modéliser, en fait, les datas qu'on reçoit pour pouvoir, en fait, les transformer en fait en quelque chose qui va répondre aux objectifs business justement et aux besoins des utilisateurs. Et voilà. Donc en termes de qualité, pour moi, c'est 2 qualités en fait qui sont vraiment importantes. Je connais beaucoup de designers qui n'ont pas les capacités analytiques et ça leur cause entre guillemets des soucis parce que là, on parle justement en termes de valorisation de ce que Laurent expliquait tout à l'heure sur le marché et tout ça, la valorisation en fait des designers. Et inversement, on a des UX en fait qui sont très analytiques, mais qui ne savent absolument pas en fait designer quoi que ce soit, même avec du travail et tout ça, ils seront jamais vraiment des bons designers. Et voilà. Donc c'est encore un métier qui est très très compliqué. C'est un métier qui est encore très complexe et où je pense qu'on peut trouver une place, surtout aujourd'hui. Hein, je veux dire, il y a pléthore de UX designers très différents. Mais bon, voilà, je crois qu'il faut essayer il faut essayer de se donner des armes en fait pour trouver sa place. Voilà, tout à fait. Eh ben, merci à tous les deux, même à tous les trois, et à Jérémy, puis donc Chloé et Olivier qui a eu pas mal de problèmes. Bon, je lui expliquerai ensuite en off. En tout cas, merci à Jérémy de nous avoir partagé effectivement ta méthode. C'était vraiment très intéressant. Merci donc à Wenan et à Eric qui étaient là tout le long. Et donc, merci à tous de nous écouter et à bientôt pour un autre épisode. Au revoir. J'espère qu'après avoir écouté et regardé cet épisode, vous aussi, vous pourrez utiliser la méthode qu'emploie Jérémy. Bien sûr, vous retrouverez toutes les références citées dans la description de cet épisode. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi contacter Jérémy sur LinkedIn. Merci à tous d'avoir écouté et regardé cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Et surtout, pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. À bientôt sur Design Plus. Salut!